Bonjour, chers amis. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours le 27 décembre 2022. Et je continue mes petites incursions à travers cet ouvrage, Nietzsche, Crépuscule des ivrognes, j'allais dire. Je prends un peu mon cas pour une généralité. Euh, Nietzsche, Crépuscule des idoles. Je suis un peu pas très bien réveillé, donc j'ai travaillé longtemps au milieu de cette nuit. Et voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la compulsivité. Dans la compulsivité que j'ai développée, je pense, depuis longtemps. Celle de me lever à l'aurore l'été pour aller chiner des livres, la plupart du temps, sur les vides-greniers. Parce que voilà, par exemple, celui-là, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque, Les grands philosophes, Socrate, par Claudius Pia. Et je ne l'ai pas lu. Et en fait, voilà, j'ai acheté ça et puis je l'ai mis dans ma bibliothèque parce que j'aime l'objet, j'aime l'ouvrage. Alors après, ça me permet d'aller les, d'aller les picorer de temps en temps parce que j'arrive pas à me tenir à un livre et puis le lire entier jusqu'à la fin et puis je lis très lentement. Voilà, je lis comme un dyslexique que je suis sans doute et donc c'est c'est un peu c'est un peu compliqué de lire longtemps d'être et puis je suis agité, je dois avoir aussi le problème des enfants agités là qu'il faudrait prendre qu'il faut calmer avec je sais plus comment s'appelle ce médicament pour calmer les enfants qui sont voilà, j'ai gardé un petit peu cette chose-là. Et donc, ça fait que j'arrive pas à me concentrer ni rien. Bon, bref. Mais il n'empêche que je vais continuer cette petite lecture-là. Ce qui, chez Socrate, est indice de décadence. Sacré Nietzsche. Hein. Bon, et alors Nietzsche, je me demande si Nietzsche euh, commet pas la faute je pense, d'un peu tous les écrivains et tous les penseurs, les philosophes, bien souvent, celle d'aller chercher chez les autres des choses qu'on a, d'aller affubler aux autres des problèmes qu'on a soi-même, des défauts qu'on a soi-même, en fait. Et déjà, c'est quelque chose d'un peu fréquent hein, dans les relations entre hommes et femmes, dans les relations avec, avec les autres personnes, dans nos relations inter-individuelles. On va facilement reprocher à l'autre ses propres défauts. C'est assez curieux cette chose-là. Et là, je me demande si c'est pas un petit peu le cas. Donc, c'est toujours en lien, vous le savez, avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle et selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement et on pourrait dire un peu laborieusement, voilà, laborieusement ça serait le terme, parce qu'en fait on est au labeur, tous sur cette planète, vers notre ultime perfection.
Nous sommes toujours parfaits au présent, parce qu'on ne peut pas être autre chose. Peut-être que l'humanité en est à son adolescence, là, ou à la fin de son adolescence. Et est-ce qu'on reprocherait à un adolescent d'en être à l'adolescence? Non. On doit passer par chaque étape pour devenir un adulte responsable, etc. Et donc, on doit tomber quand on est un bébé d'1 an, voilà, quand on apprend à marcher. On doit être maladroit, enfin bref. Et puis, on est parfait à cette époque-là. Exactement, on est exactement ce qu'on doit être. Mais on est parfait tout en étant perfectible. Et puis quand on est enfant, on commence à prendre la mesure des autres, on fait des petits caprices, des choses comme ça. Mais on doit passer par cette époque. Et on est parfait en tant qu'enfant, tout en étant perfectible. Et puis, quand on arrive à l'adolescence, on doit faire les petites conneries qu'on doit faire pour prendre la mesure des risques, évaluer les choses, voilà, se confronter un peu à la vie, à la mort, aux autres, etc. Faire des bêtises. Et et on est parfait en tant qu'adolescent, sauf qu'on est en même temps perfectible. Et puis on rentre dans l'âge adulte. Alors on a pris un peu du plomb dans la tête, l'âge de raison, etc. Et voilà, on est parfait en tant qu'adulte tout en étant perfectible jusqu'à atteindre la sagesse. Et c'est ce que cherche à atteindre intuitivement l'humanité. Elle évolue vers la sagesse. Mais elle évolue vers l'unité, son unité totale. Parce que c'est l'humanité dans son ensemble qui évolue vers son ultime perfection. C'est pas un petit groupe, c'est pas l'Occident qui irait vers la terre promise, vers la ligne de but, et en marchant sur la tête des autres. Non, c'est l'humanité dans son ensemble. Donc, maintenant, arrivé à ce point de l'évolution de l'humanité, nous devons, c'est le moment, on le sent, c'est là, on doit commencer à travailler notre unité universelle. Tout se prête à ça. On est dans cet état-là. Déjà, rien que le fait que tout devient universel. Le virus, il faudra le travailler, même si pour l'instant, notre égoïsme, notre insouciance, notre incapacité à nous fédérer fait que on a ce problème de virus, on pourrait travailler vraiment main dans la main. Eh ben non, il faut encore que chacun développe son truc de son côté, qu'on soit en compétition, qu'on soit dans ce truc. Il va falloir atteindre un niveau de catastrophe où ces faucons là et ces vrais cons en définitive, je suis désolé de le dire, mais ces faucons sont des vrais cons, et qu'ils soient chrétiens, américains, chinois, musulmans, voilà, voilà, de n'importe quel. Les faucons sont des vrais cons qui n'arrivent pas à sortir de leur peur, parce que c'est la peur, c'est les pulsions en somme, hein, la peur, le désir de domination, le désir de... Voilà, enfin, quelque chose qui les empêche de lever la tête et de dire, mince, qu'est-ce qui se passe là? On est posé sur cette planète, on a un sens, on a un rôle, puisque on a... le principe créateur nous a donné une conscience, une raison, la possibilité d'accumuler des connaissances, de chercher, de comprendre, d'essayer de faire de cette planète un paradis, puisque ça peut être un paradis. On le sait, on le voit, on en est bien conscient. Donc, évidemment, il ne faut pas leur en vouloir à ces faucons, parce que
ils agissent comme ils doivent agir, parce que l'humanité doit passer par ce moment-là. On peut les critiquer, on peut avoir des remontrances à faire, on peut essayer de leur éveiller, d'éveiller leur esprit. La méthode que je prends, c'est pas la meilleure. Parce qu'on, de, de, de critiquer, il serait mieux d'aller dans le sens, dans le bon sens. Le bon sens, ça serait, oui, on sait que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous êtes là, que vous avez la charge de l'humanité, où que vous soyez dans. Et c'est compliqué, on est bien d'accord, tout est imbriqué maintenant, vous avez pas la liberté de faire, même si vous voudriez faire bien, vous êtes un peu contraint là-dedans. Et donc, l'idéal, ça serait que vous ouvriez, euh, que vous laissiez parler votre cœur et votre raison pour comprendre que maintenant, l'humanité doit travailler main dans la main. Donc on doit aller vers la symbiose, vers le symbiotisme. Après le communisme, le libéralisme, l'anarchisme, etc., la théocratie, le symbiotisme qui prend le meilleur de tous et qui, pour travailler tous ensemble au même but. Quoi qu'il arrive, on ira vers l'unité, on ira vers la paix universelle, on ira vers la fraternité. Peut-être il faudra encore 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais c'est le chemin, c'est la destinée de l'humanité. Donc voilà, est-ce qu'on peut commencer à voir à y aller consciemment, ou est-ce qu'il va falloir que ça soit une grosse catastrophe qui dise, bon, qui oblige ces dominants à dire, bon, allez, c'est bon, on arrête nos conneries, là, c'est trop grave, ce virus, il pose un problème majeur à toute l'humanité, ou un autre encore pire, ou quelque chose ou un météore qui se rapproche sur la planète et il faudra toute l'énergie de l'ensemble humain. Qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qui va déclencher l'unité? Cette unité, on sait le faire dans les moments dangereux. Voilà, dans les moments face au danger, l'humanité sait se souder. On sait le faire. Puisque devant le nazisme, le communisme et le capitalisme se sont mis main dans la main pour le renverser. Donc on est capable de ça, mais dès que ça a été terminé, dès que le danger est passé, on est à l'échelle de l'humanité, on se comporte comme un individu. Voilà, si on est devant quelque chose face à la mort, là, même l'athée, il se met à prier Dieu, si tu me sauves, j'irai faire tous les sacrifices pour toi, j'irai te prier, je rentre au monastère, voilà. Et puis, une fois sauvé, on oublie tout et on reprend sa vie ordinaire. Donc, c'est humain, tout simplement humain. Et la bagarre entre les Américains et les Chinois, entre les Occidentaux et les Russes, etc., etc. La bagarre telle qu'elle est, elle est naturelle. Voilà, à l'école, c'est comme ça, dans la cour de récréation, c'est comme ça entre deux voisins, c'est comme ça. Donc il y a quelque chose, ils ne sont pas pires ni meilleurs, ils sont des êtres humains. Simplement, voilà, le niveau de conscience doit s'élever pour qu'on puisse dire à chaque fois, éveiller la conscience humaine pour dire, bon, on peut commencer à fonctionner d'une autre façon. On peut fonctionner en partenariat, en évitant la destruction et la reconstruction. Évidemment, on sait construire de cette façon-là, détruire et reconstruire, c'est clair. On sait le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut passer? Et c'est tout le but aussi de la mécanique universelle. Bon, le but est de démontrer qu'il y a du divin, ça c'est clair. Voilà, qu'il y a un principe créateur, que Dieu existe, que c'est un Dieu
universel, que c'est le Dieu de l'ensemble humain. C'est pas un Dieu pour une... c'est pas Dieu, le terme n'est pas bon. Il faudrait l'appeler principe créateur ou ne pas le nommer ou dire X. Voilà, si on dit X, ça peut correspondre à, à tous ceux qui croient en un Dieu, mais également ceux qui sont panthéistes et qui croient en une puissance de la nature. Voilà, dans le système panthéiste, c'est ça, ou les athées qui croient en une force, voilà, ou qui croient en rien d'ailleurs. Pourquoi pas? Voilà, c'est chacun son truc. De toute manière, nous sommes tous unis sur cette planète et nous avons tous un but. Et l'athéisme a un but majeur, aussi important que le croyant. Et ben voilà, donc on n'a pas à lutter contre, on n'a pas à se... On a à se comprendre en fait, à apprendre à se comprendre mutuellement. C'est notre lot. Déjà, on doit apprendre à se comprendre entre communautés, entre religions, entre communautés religieuses, entre pays, entre nations. On fait que ça, apprendre tout doucement à, à se comprendre, à se fédérer. Ben, par exemple, rien que ce pays, la France, en l'an 400 ou 500, c'était des petits fiefs, ça n'existait pas. Il a fallu fédérer des petits, des petits fiefs qui appartenaient à des princes un peu partout. Il a fallu et ça s'est fait dans la douleur pour arriver à solidariser, à former un pays. Et tous les pays du monde ont eu la douleur de se former. Ça a été compliqué. Et bien souvent, c'est à travers la violence, c'est pour ça que l'unité mondiale utilise la violence pour se fédérer, pour s'unir. Simplement, maintenant, on a la conscience. On est arrivé à un niveau de conscience qui nous rend aptes à comprendre que on peut fonctionner universellement, puisque c'est la première fois dans toute l'histoire de notre évolution qu'on connaît l'ensemble de chaque être humain qui compose cette humanité. Voilà, maintenant on est conscient qu'on est sur un village planétaire et qu'on appartient tous à ce village. Donc c'est tout nouveau ça. Et donc on peut commencer à dévaluer les autres appartenances sans les effacer, bien entendu, parce que c'est normal de se sentir, voilà, plutôt bien d'être, voilà, de se sentir français, marocain, chinois, américain. Voilà, c'est tout à fait légitime d'avoir israélien, aborigène, etc., etc. Inuit, c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment-là. C'est ce qui nous, c'est ce qui nous apaise. On est bien dans une communauté, dans une nation, dans un truc, tout ça. C'est très important. Mais on peut commencer à dire il y a quelque chose au-dessus. Ça, c'est important, cette appartenance, mais il faut qu'elle trouve son sens dans l'humanité tout entière. Voilà. Le recaler là-dedans. Donc, allez, j'aurais pas lu beaucoup, mais j'y vais là. Alors, 4. Je recommence à lire Le crépuscule des idoles. Ce qui, chez Socrate, est indice de décadence, ce n'est pas seulement le désordre anarchique des instincts qu'il avouait, c'est aussi l'hypertrophie de la faculté logique et cette méchanceté de rachitique qui le caractérise. Eh bien, mon cher Nietzsche, tu as un peu des velléités envers notre ami Socrate. Et malheureusement, Socrate, il n'est pas si rachitique que ça. Il tient bien sur ses deux guiboles.
Il était très courageux. Il était, il avait des qualités assez exceptionnelles pour qu'elle traverse 2500 ans. L'humanité se gourre pas. Elle va pas chercher dans ces icônes des trucs des êtres humains qui l'entraîneraient à l'envers de l'évolution. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu injuste. N'oublions pas non plus ces hallucinations auditives qui, sous le nom de démons socratiques, ont été interprétées dans un sens religieux, parce qu'il croyait en du divin. D'ailleurs, j'ai commencé à le lire sur cet ouvrage-là, Socrate. J'ai commencé hier soir à lire un petit peu sa vision avec Dieu. Et je pense que je vais faire quelques vidéos pour parler de Dieu, pour essayer de comprendre, voilà, essayer de démontrer un petit peu ce que ça peut être, ce qu'on appelle Dieu. X. Il va falloir que je prenne l'habitude de l'appeler X pour que ça soit vraiment fédérateur. Il faut que ça soit fédérateur, cette puissance-là. Donc, ben oui, donc c'est pas forcément des hallucinations, ça peut être des réflexions, ça peut être des logiques. Voilà, à travers la logique, je pense que c'est plus logique de penser qu'il y a un principe créateur, qu'il existe X à l'origine de cet univers, et que ce X est aussi dans cet univers, qu'il a projeté cet univers et qu'il est dans cet univers en même temps. Alors on ne sait pas ce que c'est, ça n'a pas la forme, on ne peut même pas imaginer une forme ou quoi que ce soit, ou quelque chose, ou même une existence, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a mis tellement d'intelligence pour que cet univers tienne debout, qu'avec l'aide de quelques forces faibles, gravitationnelles, etc., expansives, ben, cet univers se soit formé. Et que dans cet univers, il est projeté avec la possibilité, et même pas que la possibilité, puisque c'est une réalité, avec l'intention, avec l'obligation que la vie apparaisse quelque part, au moins sur cette planète. Voilà, on peut savoir que la vie devait apparaître dans cet univers, tel qu'il a été imaginé par ce X. Et cette vie est en évolution. Et alors, c'est là où, parce que bien souvent, on pourrait me reprocher l'idée de dire de prendre le darwinisme comme base, que voilà, nous étions des primates naturels, et donc pour certaines religions, pour certains religieux, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, ça s'adapte tout à fait à l'idée du divin. Le divin, il n'est pas du tout dérangé par l'idée que nous étions des primates naturels. Nous venons de ce paradis naturel, en somme, et nous allons vers le paradis spirituel. C'est deux choses, et entre-temps, c'est l'évolution de l'humanité. Voilà. Et donc, Socrate, c'était une forte intelligence, Friedrich. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, sa croyance en du divin, c'était peut-être pas des hallucinations, c'était peut-être de la logique. Voilà. Tout chez lui est excessif, bouffon, caricatural, mais en même temps, tout est dissimulé, retors souterrain. Et là aussi, c'est un peu curieux ce truc de retors souterrain. Au contraire, je pense qu'il a voulu mettre vraiment en lumière les choses en faisant accoucher dans ce système
de parturiente, de faire accoucher de la vérité. Au contraire, c'est mettre à la lumière, et il faut ramener ça il y a 2500 ans, Friedrich. C'est quand même, il faut reconnaître que c'est puissant, que c'était extraordinaire. C'est aussi puissant que ton travail de critique du religieux, chose qui était nécessaire à ton époque. Et merci pour tout ce travail, pour toute cette intelligence que tu as mis à l'humanité, que tu as apporté à l'humanité, et grâce à laquelle on réfléchit, grâce à laquelle on peut comprendre la liberté, on peut... euh, tu as mis en expansion le principe de la responsabilité, de la liberté, de la joie, de tout un tas de choses. C'est formidable. Mais pourquoi s'affirmer aux dépens de Socrate? En fait, c'est juste parce que, et c'est le cas de tous ceux qui essaient de détruire l'autre pour s'affirmer. On le retrouve euh, chez bien des philosophes aujourd'hui qui vont essayer de casser des icônes pour... voilà, ça me fait penser à des gens qu'on croise, voilà, dans le village où je suis, des gens qui vont venir dire du mal d'un autre. C'est pas le désir de dire du mal de quelqu'un qui les motive. C'est en fait, ils pensent qu'à travers ça, on va dire, qu'est-ce que tu es, toi, tu es formidable, puisque tu dis que lui, il est comme ça. Donc ça veut dire, regardez-moi, par contre, moi, je ne ferai pas comme ça, moi. Et voilà. Donc c'est que du narcissisme en réalité, cette position. Ils croient que on- ces personnages pensent qu'ils prennent plus d'amour s'ils détruisent l'image de l'autre, ça va augmenter leur amour. Mais c'est faux, c'est l'inverse. Si au contraire ils parlaient avec amour de quelqu'un, l'amour ça se multiplie, ça se divise pas. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et c'est pathétique en fait, cette chose-là. Et évidemment, ça va stimuler en nous notre petit côté voyeurisme, quand on va dire, bah, tiens, voilà un tel penseur, tel philosophe, tel psychologue avait tel penchant, tel truc, etc. Alors, bon, voilà, on va... Évidemment, il faut le faire de toute manière, il faut remettre à sa place chaque être humain. Voilà, on a tous des travers, on n'est pas et Socrate avait des travers, très certainement. Et Nietzsche avait des travers. Et moi, j'ai des travers. Et les autres ont des travers. Et tout le monde, on est que des êtres humains. Donc, voilà, on a tous c'est difficile pour tout le monde. On n'est pas des saints. Être un saint, c'est quelque chose qui demande une telle exigence que c'est très difficile. Certains y parviennent évidemment. La sainteté, c'est l'extase. On va vers la sainteté, quoi qu'il arrive. L'humanité, dans son ensemble, va vers la sainteté. Mais c'est du boulot. Je continue. Je m'efforce de comprendre de quelle idiosyncrasie est née cette équation socratique. Raison égale vertu égale bonheur. La plus bizarre des équations possibles et qui, en particulier, a contre elle tous les instincts des anciens Hélènes. Et évidemment que le bonheur va vers, utilise l'idée de raison, de vertu, et donc pour conduire au bonheur. C'est deux bonheurs différents. Le bonheur dionysiaque, qui ne veut pas de barrière, qui voudrait se vivre sans contrainte et donc s'épanouir comme ça totalement, et le bonheur de contraindre ses pulsions pour déranger le moins possible les autres, pour s'affirmer le moins possible aux dépens des autres, pour être le meilleur possible, le plus bon possible, le plus éthique possible, le plus moral possible, etc. C'est aussi un bonheur.
Et celui qui emporte l'humanité, c'est le second. Si nous étions tous dans la liberté qui est préconisée par Nietzsche, le monde serait un chaos, mais absolu. Si vous mettez 10 narcissiques dans une même pièce, c'est impossible. Plus personne. C'est le chaos, évidemment. Et si vous mettez 10 névrosés, ça marche. Parce que chacun maîtrise ses pulsions, justement, au contraire, essaye de déranger le moins possible les autres, etc., etc. Et c'est comme ça. C'est parce que c'est cette force qui l'emporte dans l'humanité qu'elle tient debout, qu'on n'est pas en chaos permanent. Et une société qui stimule le narcissisme comme le néolibéralisme depuis 40 ans, eh ben on voit les résultats. C'est une société ultra-violente, en fait, à tous les niveaux. Et cette violence, elle n'est pas le fait des êtres humains. Ce n'est pas les êtres humains qui deviennent comment il les a appelés voilà, qui deviennent féroces. Ces jeunes de banlieue, ils ne sont pas féroces par nature. Pas du tout. Le monde, il n'est pas violent ici, ailleurs, de partout. Et c'est sur la planète tout entière, quasiment, il y a cette montée de la violence. Et elle est là parce que le système du marché a stimulé et stimule à travers ces médias pour vendre, tout simplement, pour pouvoir vendre ses produits, pour vendre sa marchandise, stimule les pulsions humaines, stimule nos pulsions, en somme. On le voit à travers les jeux télévisuels, c'est la vénalité ils arrivent à faire courir quelqu'un derrière des objets. Allez, dépêchez-vous, allez récupérer le plus de choses possible. C'était l'époque des... Bref, je l'ai déjà maintes fois analysé. C'est le système qui rend féroce la jeunesse. Cette jeunesse n'est pas féroce naturellement. C'est ce système qui engendre de la violence sur toute la planète, qui ferme progressivement la planète. Voilà, et c'est l'Occident. Il faut le dire tel que c'est, c'est l'Occident narcissique, c'est l'Occident néolibéral. C'est le néolibéralisme qui répand cela sur la planète. Depuis 40 ans, il faut regarder le nombre de pays qui nous sont fermés maintenant à l'humanité. Et là, les derniers que nous fermons, là, c'est la Russie, l'Ukraine, voilà, ces pays-là limitrophes, etc. C'est aberrant, quoi. Si on n'arrête pas ce néolibéralisme, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà le problème. Le problème, il n'est pas chez l'être humain, il est dans les valeurs que le système donne. Et aujourd'hui, c'est le marché qui donne ces valeurs-là. Heureusement, il y a des valeurs positives. C'est pas pour rien que c'est le marché qui a pris le pouvoir, après les guerriers, après, etc. Maintenant, ça a été pendant ces années-là le système, le marché mondial, hein, le marché mondial qui a pris le pouvoir, et ce qui a donné la mondialisation, et ça a fédéré aussi l'humanité. Ça fait que les valeurs sont les mêmes en Afrique, au Japon, en Europe, en Amérique, en Océanie. Voilà, chez les Inuits. Maintenant, ça a fédéré l'humanité, c'est clair. Donc il y a un côté positif dans cette forme-là. Mais il y avait le côté négatif qui était la stimulation du narcissisme dans l'humanité. Et en stimulant les narcissismes, en demandant aux gens de devenir des winners, voilà, devenez riches, devenez vite des winners, on stimule la violence, évidemment.
Mais on est en train de sortir de ce mécanisme-là progressivement. Voilà. Bon, bref, dans chaque chose, il y a le positif. C'est clair. Et c'est comme ça. Il y avait le positif dans Socrate, il y a le positif chez Nietzsche, il y a le positif dans toute chose. Et c'est le positif qui l'emporte dans l'humanité. Voilà. À bientôt. Merci de votre écoute. Merci.